أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين وسيد الآخرين من اتقى على البراق وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très, très important dans la société où nous sommes, qui est manipulation des consciences par le biais des médias. C'est un sujet qui, à chaque fois, à travers les médias, à travers les télés, on en parle. Est-ce que notre société est prise en otage par les médias? Est-ce que nous sommes manipulés par les médias? Ou est-ce que les médias sont manipulés par la société? Aujourd'hui, pour en parler, pour en débattre, nous recevons ici M. Alassane Khoudia Kitane, qui est né à Gandiaye en 1967, qui est un éminent philosophe, qui enseigne la philosophie ici à Thiès, qui a fait ses études à Kaolack, où il a eu son bac. Par la suite, il est allé à l'UCAD, où il a eu son DIA en 1997, qui est professeur depuis 1999 au lycée de Djignaypo, en service ici à Thiès depuis 2004. Il publie régulièrement divers articles dans les quotidiens de la presse. Monsieur Kitane, bonjour. Bonjour, je vous remercie. Je voudrais d'abord solliciter la grâce divine pour qu'il contrôle ma parole, pour que celle-ci ne profère pas des contre-vérités, ni des erreurs, ni des choses dangereuses. Donc, je vous remercie de me recevoir. Je suis disposé donc à discuter avec vous donc, sur ce sujet extrêmement intéressant qui est la manipulation des consciences par le biais des médias. Bon, sans plus tarder, M. Kitane, on va attaquer la première question qui est le rôle des médias dans notre société. Tout à fait. Voilà, je suis heureux de participer à cette problématique. Les médias sont des instruments démocratiques par excellence. Il ne peut y avoir de démocratie sans l'apport des médias, sans le travail des médias. Pourquoi? Parce que simplement, le peuple a besoin de comprendre, d'édifier sur les enjeux politiques de la société. Tout à fait. À l'inverse, les gouvernants aussi, ils ont besoin de tâter le pouls de la société. Absolument. Donc, je peux même aller jusqu'à considérer les médias comme étant un courroie de transmission entre le peuple et l'autorité politique. Absolument. Donc, par conséquent, on ne peut pas parler de démocratie sans les médias. Donc, c'est une pièce maîtresse dans l'installation, dans l'approfondissement de la démocratie. Mais M. Kitane, parlant de médias, est-ce qu'eux ils jouent leur rôle pleinement comme ici au Sénégal? C'est une très vieille question, une vieille problématique. Les médias, souvent, on définit la presse de manière générale comme étant le quatrième pouvoir. Tout à fait. À la suite des trois pouvoirs traditionnels, dont Montesquieu dit qu'ils devraient être séparés. Et dans la séparation, donc, il y a un exercice réciproque de limitation, ce qui fait que la liberté des citoyens, les droits de l'homme seraient respectés. Absolument. Donc, maintenant, avec l'explosion des médias, la presse est devenue un quatrième pouvoir, entre guillemets, au sens où il joue un rôle de contre-pouvoir. Tout à fait. Or, un contre-pouvoir, c'est en même temps aussi un pouvoir parce que ça permet d'arrêter le pouvoir ou bien de limiter les abus du pouvoir. Maintenant, c'est le rôle traditionnel. Est-ce que ce rôle traditionnel est correctement exercé? C'est ça la véritable question. Absolument. Donc, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une vieille problématique. Hein? Donc, depuis dans les années 70, avec les Gabriel Tardet, ça c'est le 19e siècle. Donc déjà, le 19e siècle. Dans les années 70 avec Noam Chomsky, l'américain. Aujourd'hui en France avec Pierre Bourdieu. Il y a ce qu'on appelle en anglais le manufacturing consent, c'est-à-dire la fabrique de l'opinion. Tout à fait. L'opinion peut être parfaitement fabriquée par les médias. Pourquoi les médias fabriqueraient-ils l'opinion? Parce que l'opinion, quoi qu'on dise, c'est le creuset du pouvoir. Tout pouvoir a besoin de légitimation s'il ne naît pas sur la base d'une opinion. Donc, par conséquent, qui maîtrise l'opinion maîtrise le pouvoir. Qui a l'opinion avec soi a le pouvoir. Donc, sous ce rapport, les médias jouent le rôle de manipulation des consciences directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. Parce que dès qu'il y a information, dès qu'il y a communication,
il y a naissance d'idées. Ça, c'est inévitable. Tout à fait. Donc, il y a une action des médias sur la conscience de la même manière que dans la parole d'homme à homme, quand quelqu'un te parle, forcément, donc ça agit sur vous et ça fait naître des idées en vous. Tout à fait. À plus forte raison, maintenant, les médias qui ont une audience sociale extrêmement élargie et qui ont des mécanismes de manufacturing, c'est-à-dire les médias peuvent réaliser ce qu'on appelle donc le trucage. Tout à fait. Le trucage, c'est pas seulement d'un point de vue matériel, c'est un point de vue psychologique. Mais monsieur, donc si je vous comprends bien, les médias, leur rôle premier, c'est d'informer. D'informer. Mais est-ce que, vu le contexte actuel, ici au Sénégal, est-ce que ces médias-là, c'est-à-dire informent, parce qu'à la place, nous assistons vraiment à des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Tout à fait. Parce que eux, ici au Sénégal, ils préfèrent montrer des luttes, des danses, hein, à la place d'informer. Est-ce qu'ici au Sénégal, si on prend le contexte du Sénégal, est-ce qu'ici, les médias jouent pleinement leur rôle? Justement. Donc, ils ont joué un rôle important, mais nous assistons à une sorte de perversion médiatique. Perversion médiatique double. Et c'est très dangereux. D'abord, il y a une perversion médiatique parce que les médias sont plus ou moins orientés vers le folklorisme. C'est une culture, ce qu'on appelle le people. Tout à fait. Donc il y a une pipolisation de la culture. Tout à fait. Donc il y a des figures du showbiz, des figures donc de la lutte, des figures de la musique. Donc ce qu'on appelle généralement le LMD, lutte, musique, danse. La lutte, la musique et la danse sont devenus les paradigmes de la société. Absolument. Or, est-ce que la lutte, la musique et les danses, les valeurs qu'ils charrient, donc la musique, la lutte, est-ce que les valeurs qu'elles charrient sont des valeurs qui sont conformes à l'idéal de citoyen que nous voulons? Je n'en suis pas sûr. La deuxième perversion, si vous permettez, c'est que nous assistons à une sorte donc de monopolisation des médias par des groupes de presse. À mon avis, c'est dangereux. Tout à fait. Pourquoi c'est dangereux? Je pense que ce n'est pas conforme à l'idéal démocratique. La démocratie, c'est quoi? C'est le partage avant tout. C'est un espace public commun à tous les citoyens. Tout à fait. Au nom de quoi un seul individu devrait-il posséder 5 groupes de presse? Une télévision, un journal écrit, une radio, un groupe de, qu'on appelle Internet, etc., etc. Donc, cette monopolisation des médias cache un désir de manipuler l'opinion, de faire penser l'opinion, donc d'une manière schématisée. Alors, si ajoute maintenant la première perversion, donc la première perversion distrait les citoyens. Or, quand un citoyen est extrêmement distrait, il n'a plus la lucidité. Tout à fait. Tout à fait. Quand on laisse ses émotions envahir l'espace public, on est en retour soi-même distrait. Tout à fait. Et cette distraction, ça permet tout simplement donc un conditionnement. Tout à fait. Je donne simplement un exemple. Des gens qui sont devant la télévision durant 2 heures de temps, ils suivent la télévision. Ils sont capturés par la télévision, leur attention est figée. Tout à fait. Donc ils ne sont plus capables de réfléchir de manière libre. Au contraire, leur réflexion est désormais déterminée par des schémas qui sont des schémas médiatiques. Tout à fait. Donc l'homme perd ce qu'on appelle la capacité critique. Tout à fait. À telle enseigne que pour lui faire penser dans un sens, on va insérer des spots publicitaires. Herbert Marcuse, dans les années 70, Tout à fait. il a écrit un livre qui s'appelle Eros et Civilisation et un autre qui s'appelle un autre livre qui s'appelle La manipulation des consciences. Des consciences, oui. Donc dans ces 2 livres-là, Herbert Marcuse montre que le facteur aliénant de la société, de la démocratie moderne, ce n'est pas le totalitarisme, mais c'est la publicité. Mais monsieur, cela donne naissance à ma question, la question suivante. Est-ce que n'est-elle pas des techniques et des stratégies que l'Occident nous a proposées et nous, à notre tour, on n'a pas su faire la distinction du bon, du mauvais, du mal, du vrai, et on a tout pris comme ça, sans autant quand même faire le distinguo. Voilà, vous remarquerez d'ailleurs avec moi que les médias locaux, en fin de compte, ne produisent pas de la culture locale. Sauf la lutte, la danse et la musique. À part ça,
la culture locale n'est pas ancrée dans les médias. Nos médias sont comme des vases communiquant avec les médias occidentaux. Tout à fait. Donc ils reprennent l'information de, excusez-moi de citer ça, donc TV5, CNN, France 24, etc., etc. Donc les grandes firmes internationales qui sont des firmes médiatiques ont une mémise sur les médias locaux. Absolument. Donc les médias locaux se sont vassalisés. Ils se sont inféodés à ces médias-là, de sorte que le traitement de l'information par les Occidentaux va continuer encore à perpétuer dans nos consciences donc la lecture de la réalité d'après le schéma occidental. Tout à fait. Ce qui fait que donc, nos médias-là, sans le savoir, sont en train de trahir notre culture, notre souveraineté et donc, bref, notre société. Donc, de ce point de vue-là, ils sont en train de s'écarter de manière dangereuse de l'idéal, de reflet de la société par les médias. Est-ce qu'il y a des responsabilités à situer dans ce cas? Absolument, absolument, parce que donc les médias actuels, je viens de le dire, ne véhiculent pas une véritable culture de développement intellectuel. Et à mon avis, ce n'est pas innocent. Ce qu'il y a derrière, c'est une volonté, encore une fois, de manipuler les hommes en les empêchant de penser de manière libre et de manière approfondie. Donc la responsabilité première, à mon avis, c'est l'État. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise, avant d'attribuer des fréquences, l'État devrait, dans les cahiers de charge, imposer aux médias des productions culturelles qui sont conformes à nos réalités. Est-ce que c'est fait? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, dans la pratique, ça n'apparaît pas. La façon dont les médias produisent donc, les émissions ne reflète pas nos réalités socio-culturelles. Au contraire, certaines valeurs traditionnelles sont carrément pulvérisées. Donc il y a un dévergondage qui n'a plus de limite. Voilà, donc tout ce qui était caché, tout ce qui était sensible aujourd'hui a été banalisé par les médias. Donc vous voyez le type de citoyen qu'on est en train de préparer, c'est un citoyen qui a complètement perdu ses racines, qui a complètement perdu ses valeurs. Pour le philosophe que vous êtes, bon, quelqu'un disait, on ne dit pas la vérité à la télévision, il y a trop de gens qui nous regardent. Voilà. Bon, que vous inspire ces réflexions? Alors, vous voyez, donc, justement, c'est-à-dire la télévision n'est pas un espace pour réfléchir. Ça, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un espace pour réfléchir. D'abord, parce que le milieu n'est pas un milieu ambiant, donc généralement c'est dans les studios. Ensuite, donc, parce que dans la télévision, il y a donc un conditionnement et des contraintes de temps. Ce qui fait que donc l'individu n'est pas dans les dispositions naturelles pour faire donc un raisonnement normal. Donc il est obligé d'accommoder sa pensée et même son langage aux exigences de la télévision. Par conséquent, même si je voulais dire la vérité de manière crue, parfois il y a des choses que, par exemple, la réalisation de la télévision ne permet pas. Alors, celui qui parle à la télévision, il est obligé, encore une fois, de prendre en compte ce qu'on appelle la philosophie du média en question. Parce que tous les médias ne sont pas les mêmes. Les médias ne sont pas les mêmes. Ils sont extrêmement différents du point de vue éditorial. Ce qui fait que l'individu qui parle, il s'adresse à un public, mais par l'intermédiaire d'un canal qui est le média. Tout à fait. Et ce média-là, il a une orientation. Donc vous êtes obligé de vous accommoder à cette orientation. Maintenant, il y a en plus de cela, évidemment, d'autres considérations morales, parce que donc celui qui parle, il ne sait pas qui est qui l'écoute. Donc, et quand tu parles, tu n'es pas écouté et entendu de la même façon. Tout à fait. Donc tu es obligé de faire preuve de beaucoup de prudence, donc de faire preuve comment on l'appelle encore, de faire preuve même parfois d'artifice, donc pour plaire. Mais monsieur, est-ce qu'il y a des changements à faire, des changements à opérer ou des améliorations à mener? Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il me semble que nous sommes à une époque où l'explosion des médias ne permet plus au Sénégal de faire une économie sur l'éducation médiatique. Tout à fait. Il faut que les citoyens bénéficient d'une éducation médiatique. Comment doit-on écouter la radio? Tout à fait. Comment doit-on suivre la télévision? Quand quelqu'un parle, comment faut-il intégrer ses propos? Quel rapport doit-on avoir par rapport à la télévision? Quel rapport doit-on avoir par rapport au journal, etc. Donc ça, c'est des questions qu'il faut prendre en charge pour éviter que
les médias dénaturent encore une fois notre société. Effectivement. Mais monsieur, tout à l'heure, tu parlais de comment dirais-je, comme si je comprends bien vos propos, il y a certainement une prise d'otage des médias à nos sociétés. Absolument. Mais quelles sont les mesures que doit-on prendre quand même, ça dit pour quelque part lutter ou même conjurer cette manipulation-là? D'abord, il faudra diversifier les médias, c'est-à-dire que de nouveaux types de médias apparaissent. Des médias qui ne seront plus le prolongement de la culture médiatique occidentale. J'entends par culture médiatique occidentale la façon dont les télévisions traditionnelles du Sénégal font des émissions et produisent. C'est ça ce que j'appelle la culture occidentale médiatique. Donc il nous faut une culture médiatique spécifiquement africaine et sénégalaise. Ça, il nous le faut. Donc vous trouvez, si je comprends bien, vous trouvez que nous devons rester africains. Africains. Voilà. Typiquement africains. On ne peut pas rester totalement africain, mais au moins s'enraciner profondément dans nos valeurs. Ça, c'est une exigence qu'on ne peut pas rater. Ce n'est pas négociable. Tout à fait. Parce que si nous ne le faisons pas, ce qui risque de se passer, c'est une aliénation de l'âme du Sénégalais. Et donc, le jour où ça arrivera, je pense que ce sera la fin de tout rêve pour le développement. Si nous voulons nous développer, il faut que l'éducation, les médias, bref, la culture dans son intégralité soit le moteur de notre développement. Mais vous les enseignants, est-ce que vous n'avez pas un rôle à jouer? Parce que vous avez devant vous des élèves qui vous écoutent, vous avez quand même des interlocuteurs. Est-ce que, c'est-à-dire, vous ne faites pas partie quand même des responsabilités à situer, à étiqueter? Bien sûr, parce que nous-mêmes, nous sommes victimes d'une formation à l'occidental. Déjà, vous voyez, dans les classes, nous nous exprimons dans les langues occidentales, en français, en anglais, etc. Est-ce qu'on peut éduquer quelqu'un, instruire quelqu'un de manière sérieuse dans une langue étrangère? Ça, c'est un problème que les Cheikh Anta et les autres ont déjà posé et qu'ils ont réglé à leur manière. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, les contenus pédagogiques que nous donnons aux élèves. Mais c'est des contenus pédagogiques qui reflètent la culture occidentale. Tout à fait. Et pourtant, nous avons ici de grandes œuvres littéraires, philosophiques, religieuses qu'il fallait exhumer, travailler et montrer au public et par conséquent intégrer dans l'enseignement, mais on ne le fait pas. Et personne ne peut donner une raison objective qui interdit cela ou bien qui empêche. Personne ne peut me dire que donc prendre une œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, extraire donc les contenus philosophiques de ces œuvres-là et les enseigner aux élèves, ça pourrait nuire à l'éducation. Au contraire, personne ne peut m'en convaincre. Mais c'est comme si nous avions une frilosité par rapport à nos propres réalités. C'est comme si nous avions une frilosité par rapport à nos propres valeurs. Et pourtant, Dieu sait que nous en avons. Absolument. Dieu sait que nous avons une production locale qui pourrait faire tellement de bien à nos enfants. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qui constitue un blocage? Le blocage, d'abord, je pense que c'est institutionnel. Ça, c'est clair. C'est institutionnel parce que vous ne pouvez pas entrer dans une classe et livrer des contenus pédagogiques qui n'ont pas été déterminés par le législateur. Parce que ce que nous enseignons dans les écoles, dans les classes, c'est des contenus qui ont été déterminés par la loi d'orientation. Donc un inspecteur qui me trouvera en classe en train d'enseigner des choses qui sont hors de cette loi d'orientation, donc il me sanctionnerait. Absolument. Donc voilà pourquoi je pense que l'État, sous la pression maintenant des mouvements sociaux et même peut-être des partis politiques, je ne sais pas, ou bien donc disons donc de la société tout entière, c'est l'État qui doit prendre des dispositions pour au moins enclencher le processus. Je vous assure que le jour où nous allons décomplexifier la culture locale, le jour où nous intégrerons les grandes œuvres littéraires de ce pays dans l'enseignement pédagogique, vous verrez une révolution pédagogique extraordinaire. Le taux d'échec de nos élèves, c'est effarant. Absolument. C'est comme si l'école produit pour donc mettre dans la rue, ou bien on produit des nullards. C'est parce qu'il y a un divorce entre la culture sénégalaise authentique et l'école. Absolument. L'école n'est pas ancrée dans la société. Absolument, parce que quand, si on se ramène un peu en arrière, avant nos télés,
nous proposer des émissions de culture générale, des émissions quand même qui galvanisaient, qui augmentaient même quand même la réflexion et l'intelligence des élèves. Tout à fait. On peut appeler ça quand même une intelligence en exercice. Absolument. Que quand même les médias nous proposaient. Absolument. Maintenant, ce dont nous assistons actuellement, c'est quand même des balivernes. C'est du folklore. Toute total. la culture actuelle véhiculée dans les médias tourne autour du folklore et de la politique. C'est terminé. À part la politique, c'est le folklore. J'entends par folklore la musique, la danse, la lutte. Est-ce que cela vous facilite la tâche réellement? Du tout. Du tout. Parce que vous remarquez que nous sommes dans une société où les études ont perdu de leur aura. Les gens sont plus orientés vers la culture folklorique que la culture qui permet de développer l'intelligence. Les gens ne lisent plus, ils préfèrent regarder la télévision. Donc la télévision a capturé et domestiqué la culture humaine, et la culture sénégalaise principalement. Donc l'ayant domestiqué maintenant, les médias vont l'utiliser à des fins purement et simplement commerciales. Voilà où est-ce que nous en sommes. Donc de telle sorte que, effectivement, nous qui sommes enseignants, nos médias devraient être nos partenaires. Mais je peux même vous dire que nos médias sont des blocages pédagogiques présentement. Parce que donc nos jeunes sont capturés par les médias. Ils sont plus soucieux de regarder les émissions folkloriques dont je parlais tout à l'heure que de suivre donc un cours de philosophie, un cours de littérature ou bien donc de lire des œuvres. Ce qui fait que donc effectivement ils sont en train de passer de la culture authentiquement intellectuelle à une culture superficielle. Voilà, à une culture donc du folklore. Aujourd'hui, nous rappelons que nous avons comme invité M. Kitane, qui est un éminent philosophe. Mais M. Kitane, ma dernière question est que, est-ce que, c'est-à-dire le public sénégalais, est-ce que la société sénégalaise est-elle prête quand même d'adopter ou d'embrasser les médias, vraiment? Il y a en tout cas un conflit entre la vocation naturelle d'un média et la façon dont les médias travaillent présentement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que il nous faut une prise de conscience. Il nous faut une révolution intellectuelle. Parce que les médias, ils ne seront que ce que les hommes qui y travaillent en feront. Il faut qu'il y ait une nouvelle race de journalistes, de communicants, bref, d'hommes de médias, extrêmement soucieux du devenir national et suffisamment informés des enjeux de la communication. Parce que la communication gouverne actuellement le monde. Pour que, justement, on fasse un effort de proposer au public un éveil des consciences. Mais actuellement, ce que je vois, au lieu d'éveiller les consciences, on est en train de les endormir. Il faut nécessairement que la société tout entière se rebiffe. Il faut que les hommes de médias comprennent que les médias n'ont de salut et la société n'a de salut que lorsque ces médias reflèteront exactement donc la société et ses pulsions et ses aspirations naturelles. Et forcément, il y a une victime, monsieur Kitane, il y a une victime dans victimes, tout cela. Oui, mais les victimes, ne sont-ils pas, c'est-à-dire les médias ou les publics, c'est-à-dire, ou même, c'est-à-dire les gens qui manipulent les médias? Les premières victimes, à mon avis, il faut les chercher dans le public. Dans le public, parce que tout le monde n'a pas cette capacité critique de discerner ce qui est caricatural et ce qui est vrai. Or, les médias, encore une fois, ils procèdent à une uniformisation, à un nivellement des consciences. Tout à fait. À un nivellement tel que, donc, on veut que même ceux qui sont intelligents se rabaissent au niveau au niveau de ceux qui sont moins intelligents. Ce qui fait qu'au lieu de cultiver l'excellence, excusez-moi le terme, on est en train de cultiver la médiocrité. Ouais. Et pour ce faire-là, donc le public, c'est la première victime. En retour, les hommes politiques également, la sphère politique, elle est victime. Parce que vous voyez, la sphère politique, elle est en train aujourd'hui au Sénégal de dévier vers des considérations qui sont à la limite donc violentes, Tout à fait. à des postures et à donc des discours
qui sont en déphasage avec la bonne éducation, avec nos valeurs. Enfin maintenant, les médias eux-mêmes, ils sont victimes. Pourquoi ils sont victimes? Parce que tout simplement, donc ils renvoient au public une image et ils finissent eux-mêmes par être victimes de cette image. Parce que ce qui a motivé ma question de tout à l'heure, c'est que nous avons assisté tout récemment à des problèmes en France. C'est-à-dire avec l'affaire Charlie Hebdo. Tout à fait. En France, eux, ils considèrent que la liberté d'expression n'a pas de limite. Ils peuvent tout se permettre. Ici au Sénégal, ou des pays comme le Sénégal, qui ont comme religion l'islam, eux, ils ne peuvent pas se permettre cela. Donc, c'est d'où ma question. Est-ce que les médias, c'est-à-dire, sont manipulés ou c'est la masse qui est manipulée? Tous les deux sont manipulés. Donc déjà, nous, nos médias, ils sont manipulés par les médias occidentaux parce que la façon dont l'information est véhiculée, traitée aujourd'hui au Sénégal, elle est tributaire de la façon dont CNN, TV5, etc. donc traitent l'information. Donc les médias, effectivement, c'est des victimes. Alors, et les médias étant elles-mêmes victimes, eux-mêmes victimes des moyens, vont également faire du public encore donc la grande victime. Donc il y a beaucoup de victimes dans cet engrenage-là. L'affaire Charlie Hebdo, justement, vous dites... Mais la liberté, on ne peut pas dire la liberté d'expression n'a pas de limite. La liberté n'a de sens que si elle est liée à la responsabilité. Il n'y a jamais de liberté sans responsabilité. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité, c'est avant tout la pleine conscience et la prise de conscience de toutes les conséquences que ma liberté pourrait avoir et qui seraient des conséquences désastreuses. La responsabilité, c'est ce que Max Weber appelle l'éthique de responsabilité. L'éthique de responsabilité, c'est quoi? Je suis libre, c'est vrai. Mais je dois prendre conscience des conséquences probables de ma liberté et maintenant essayer de surseoir à certaines déclarations par respect pour autrui. Parce que comme on a l'habitude de le dire, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc il ne faut pas que par ma liberté que je porte atteinte à la liberté d'autrui. Or, le culte, la liberté de conscience, ça aussi c'est indéniable. Voilà, c'est une liberté absolue. Tout à fait. Au nom de quoi maintenant la liberté d'expression devrait-elle violer la liberté de culte et la liberté de conscience? Au nom de quoi le principe de la liberté d'expression devrait-il, ce principe-là, rendre caduc le principe de ce qu'on appelle le relativisme culturel, ou bien le principe de la différence culturelle. Nous sommes différents du point de vue culturel, nous sommes différents du point de vue religieux, il faut le respecter. Mais maintenant, quand ma liberté d'expression va jusqu'à empêcher aux autres de vivre leur liberté donc de culte, alors là, il n'y a plus de liberté. Donc ça s'appelle la licence. Or, la licence, c'est un danger pour la société. Est-ce que notre erreur n'est pas de transporter quelque chose qu'on ne devait pas transporter? Parce que les réalités en France sont totalement différentes des réalités ici au Sénégal. Elles sont extrêmement différentes. Et vous voyez, monsieur, que en France, il y a une xénophobie ambiante qui est complètement en déphasage avec les principes et les valeurs même de la République française. C'est ça ce qui est gênant. Parce qu'en France, si on va jusqu'à refuser le port du voile, mais ça montre quoi? Ça montre qu'en dernière instance, la xénophobie ne fait que cacher une peur de l'autre. Les gens définissent la xénophobie comme la haine de l'étranger. Mais c'est plutôt la peur de l'étranger. Tout à fait. Vous savez pourquoi? Mais monsieur, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Tout à fait. Ben, je vous laisse conclure en une seule minute. Voilà, je vous remercie en tout cas. Donc, c'est un débat fécond, un débat donc extrêmement riche, qui ne peut pas être clos. Donc en quelques minutes, donc je dirais même 2 heures ne suffisent pas pour dire l'essentiel. Donc on a essayé tout simplement de montrer que il y a, qu'on le veuille ou non, un conditionnement psychologique des consciences par le biais des médias. Et donc ce conditionnement psychologique, si on y prend garde, ça risque donc de tuer ce qu'on appelle le citoyen. Absolument. Le citoyen, en tant qu'il a des devoirs et des obligations, des obligations et des droits, il faut qu'il parvienne à penser par lui-même, à agir par lui-même, à discerner par lui-même. Et pour ce faire, il faut qu'il ait un peu de recul critique par rapport à la production médiatique. Tout à fait, tout à fait. Bon,
Nous remercions M. Kitane avec ses explications si claires. Et nous donnons rendez-vous à ce cher public-là prochainement avec un autre numéro. Et nous rappelons tout juste que nous recevions M. Kitane, qui est un philosophe, qui est un professeur de philosophie, qui enseigne la philosophie ici même à Thiès. Et merci. Merci.